Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Cette semaine, on va se demander si la défaite du Stade Toulousain au Leinster en demi-finale de Champions Cup est le symbole des difficultés du rugby français à dominer l'Europe. Puis on se fera un nouvel épisode de Game of 15 de France avec le chantier Galtier déjà savoureux. On parle de ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Dossin, salut Clem. Salut Cricri. Laurent Campistran, salut Lolo. Salut. Et Alexandre Bardot, salut Alex. Bonjour. Eh bien, vous savez tout, alors c'est parti, flexion, lié, jeu. Messieurs, vous n'étiez pas très optimistes la semaine dernière quant aux chances du Stade Toulousain de battre le Leinster, et vous aviez raison. 30-12, il n'y a pas vraiment eu match. Le Leinster a Leinsterisé Toulouse. Ce sera la première fois depuis 7 ans qu'il n'y aura pas de club français en finale de la Grande Coupe d'Europe. Il y en a dans la petite. Si on ajoute qu'aucun club du top 14 n'a ramené le trophée en France depuis le triplé de Toulon, c'était de 2013 à 2015. Je sais pas, est-ce qu'on peut dire que le rugby français a régressé, par exemple, Alex, depuis qu'est-ce qui lui manque en fait pour à nouveau dominer l'Europe? Moi, j'ai trouvé qu'hier, la défaite du Stade Toulousain, elle rappelait un peu certains matchs de l'équipe de France durant le tournoi. C'était peut-être pas dans les proportions du France-Irlande, par exemple, qui était vraiment plein d'impuissance, mais on a retrouvé des éléments avec une équipe du Leinster plus précise, plus maîtresse de son jeu, plus en forme, qui a mis une intensité et une précision que le Stade Toulousain n'a pas réussi à endiguer, et ils n'ont pas réussi à être dans le match tout court. Le fait qu'il marque 0 essai est hyper symbolique de ça. C'est la première fois cette saison. Donc voilà. Est-ce que les clubs français sont en difficulté ? Ce serait peut-être un peu difficile à tirer comme conclusion, parce qu'il ne faut pas oublier que le Racing était en finale l'an dernier, qu'être en demi-finale pour le Stade Toulousain cette année, c'est déjà un signe de bonne santé, on va dire. Avant le Racing, c'était Clermont. Donc les clubs français font encore le match, mais par rapport à des équipes comme les Saracens, le Leinster, il manque des petites choses, et ces petites choses, à un moment, ça fait 30-12. Ils ont eu cette sensation, Laurent, toi qui étais au match hier à Toulouse? Oui, effectivement, comme je suis d'accord avec Alex, aujourd'hui, il y a clairement deux équipes qui dominent l'Europe, c'est les Saracens et le Leinster, il n'y a pas photo. Et puis derrière, il y a des équipes qui essaient de rivaliser, comme Toulouse cette saison, comme aurait pu le faire Clermont s'ils n'avaient pas été reversés dans la petite Coupe d'Europe. Mais je pense que Clermont est aujourd'hui dans les top 10 européens, comme le Munster, comme 2-3 autres équipes comme ça. Et derrière, ça rame pour atteindre ces équipes-là qui ont beaucoup plus d'expérience quand même, parce que le Leinster et les Saracens, quand même, sur les 7-8 dernières années, c'est quasiment... à part Toulon qui a gagné 3 fois de suite, sinon c'est les deux plus grosses équipes. Le Leinster, s'il gagne cette année, ça en fera 5 en 10 ans. Exactement, ouais. Donc c'est quand même assez... Record absolu. Assez conséquent. Et Toulouse, c'est un ouvreur, Dupont qui a 20 ans, ou 22, c'est Ntama qui a 20 ans, c'est Kroos qui a 23, Movaka 22, enfin c'est beaucoup de jeunes joueurs à des postes clés. Il va falloir que ces gamins prennent de l'expérience pour un jour rivaliser avec le Leinster beaucoup plus sérieusement, quoi. Là, pour l'instant, ils sont encore un petit peu derrière. Je pense que c'est en expérience, déjà. Kanté-Pomy a dit... Kanté-Pomy, c'est l'entraîneur des trois quarts, l'ancien international argentin, qui disait à Mola après le match qu'il avait l'impression de voir en Toulouse le Leinster d'il y a quelques années. Ça vous parle, ça, ou... Moi, j'ai pas... Peut-être qu'il parlait en termes de construction et de jeunesse. Après, je pense que Toulouse ne ressemble pas au Leinster, et quelque part, il ne faut pas que Toulouse ressemble un jour à cette équipe du Leinster, parce que sinon, c'est une équipe qui n'arrivera pas à performer. Il faut que Toulouse reste une équipe avec... pas programmée, quoi. Le Leinster, c'est un jeu très programmé, on peut pas, je trouve pas d'autres mots. Toulouse, c'est autre chose, et il faut qu'ils s'appuient sur cette identité-là pour réussir à gagner des titres un jour. C'est leur ADN, et il faut qu'ils gardent ça.
Mais après, est-ce que ils vont réussir à construire ça sur 4-5 ans, c'est-à-dire à la fois garder cette identité et puis emmagasiner de l'expérience, rester à un haut niveau? C'est pas évident. Quand on est en demi-finale ou en finale de Coupe d'Europe, on sait pas quand est-ce qu'on y reviendra, parce que à un moment, les choses, c'est pas facile, quoi, le haut niveau. Quand on voit le chemin qu'a dû parcourir Toulouse pour arriver jusque-là, avec une poule de la mort, aller gagner son quart de finale à l'extérieur au Racing, effectivement, c'était déjà l'exploit avait déjà presque été réalisé d'en arriver jusque-là. Et il y a une forme de logique, et c'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas d'immense non plus regret dans l'esprit des Toulousains après ce match-là. Il y a une forme de logique. Est-ce que leur parcours s'arrête là, face à cette équipe-là? Je pense que pour revenir rapidement au match, mais je pense que Toulouse, en fait, n'avait qu'une planche de salut, c'était faire basculer cette rencontre dans quelque chose d'un peu irrationnel. Pour dérégler la machine du Leinster, mais que voilà, on fait pas tomber le Leinster dans l'irrationnel facilement. Je sais même pas si par c'est séquence, ils ont réussi un tout petit peu en tout début de match ou en deuxième mi-temps parfois sur quelques trucs, mais je sais même pas si c'est vraiment possible, quoi, parce que c'est vraiment une machine. Alex dit que le jeu est programmé. La défense est sans doute ce qui a été hier le plus impressionnant dans cette équipe. Donc voilà, donc ça c'était le seul moyen pour Toulouse d'espérer quelque chose face à ce monstre de réalisme et de froideur. Et le Leinster savait très bien que la seule chance de Toulouse était de faire basculer dans une forme de folie, et ils ont empêché cette folie avec comme le disait Antoine Dupont, des plaquages empêchant souvent la passe au contact, avec une défense très haute, notamment on voyait souvent les joueurs extérieurs empêcher le Stade Toulousain d'écarter les ballons. Avec des joueurs qui coupaient la ligne de la passe après contact aussi, voilà, autour du porteur de balle. Et Toulouse n'a pas réussi à imprimer de manière régulière cette folie et cette part d'irrationnel. Et il aurait fallu qu'il soit beaucoup plus précis et surtout qu'ils aient d'autres armes, en fait. Il fallait qu'ils aient surtout le ballon, quoi. Voilà. Beaucoup plus que ça, parce que dès qu'ils l'ont eu, ils l'ont souvent rendu bêtement sur des fautes. Il y a ça aussi, ouais. Mais c'est justement là que Toulouse doit grandir, quoi. C'est d'avoir d'autres possibilités dans sa palette que de miser sur... Effectivement, je suis d'accord avec Alex, Toulouse ne doit pas se renier, Toulouse doit rester Toulouse, mais doit aussi gagner en maîtrise, doit aussi être capable de gagner, comme il l'a été dans son passé, des matchs moches, de gagner 15-12 en mettant 5 buts de pénalité avec Delo et 3 drops. Mais voilà, Toulouse doit aussi être capable de revenir entre guillemets à ça, quoi, en fait, sans renier ce qu'il est aujourd'hui et ce qui plaît à tout le monde aujourd'hui. Ouais, c'est exactement ça. Il faut qu'il parvienne en fait à s'adapter au jeu proposé par l'adversaire, qu'il arrive à gagner contre des équipes qui cherchent à le faire déjouer ou qui défendent super bien organisé. C'est le cas évidemment du Leinster, et un degré moindre en top 14, c'est un petit peu le cas de Castres, qui est un petit peu l'épouvantail du Stade Toulousain. Le Leinster du top 14. Voilà, c'est un petit peu ça. Ouais. Toute proportion gardée, j'ai bien dit. Hein. Mais Toulouse éprouve d'énormes difficultés par cette équipe hyper bien en place, qui défend super bien, qui arrive parfaitement à l'empêcher de développer son rugby tel qu'il le propose en top 14 en tout cas. Après, pour répondre un peu à ta question de départ, Christelle, je pense quand même que c'est pas très encourageant ou pas très flatteur pour l'état de santé du rugby français, parce que voilà, Toulouse caracole en tête aujourd'hui en top 14, c'est clairement la meilleure équipe en France à l'heure actuelle, et on a eu l'impression d'un petit enfant face à un adulte hier, donc ça inquiète quand même sur le niveau de ce championnat, on l'a déjà dit 100 fois. Et surtout, je vois pas aujourd'hui quelle autre équipe en France. Je pensais en début de saison que le Racing serait celle-là, mais ça n'a pas été le cas. Peut, comme le disait Laurent tout à l'heure, peut matcher avec les Saracens ou le Leinster aujourd'hui. Donc, oui, je crois qu'il y a quand même un petit recul, et je pense qu'il va falloir un peu de temps avant qu'on puisse attaquer une campagne européenne en se disant, tiens, tel club français est un favori logique de la compétition. Mais qu'est-ce qu'il avait Toulon clairement, ils ont
pense que Clermont, peut-être même que d'ailleurs, je dis ça comme ça, mais peut-être que le Racing aurait été une équipe plus solide pour affronter le Leinster. C'est possible. Par rapport à leur style de jeu, simplement. Déjà, ils auraient joué à domicile aussi. En plus, oui. Tu veux dire dans la salle de répétition de Mylène Farmer ? Exactement. Je sens une perfidie. Non, jamais. Pas du tout. Donc il y a quand même des équipes qui sont, à mon sens, capables qui sont armées, c'est sûr. de matcher. Maintenant, battre le Leinster aujourd'hui, ça reste un exploit pour n'importe quel club français. Et c'est effectivement quand même le signe qu'il y a des équipes qui ont pris la main en Europe et sur les clubs français. Et que, oui, on est un peu à la traîne, un peu moins à la traîne que l'équipe de France par rapport aux autres grosses nations. Mais un peu derrière parce que moins de temps de repos pour les joueurs, parce que moins de rythme en championnat, parce que sans doute aussi une conception du jeu moins moderne, ou moins précise, ou moins aboutie. Ou quand on voit, c'est vrai, le Leinster ou les Saracens, il y a vraiment dans leur jeu des attributs du rugby moderne. Les Saracens, c'est un jeu au pied incroyable, d'une précision terrible. Quelque chose qui fonctionne aujourd'hui au niveau international et qu'on voit moins en France. Le Leinster, c'est quelque chose d'hyper programmé, une espèce de rouleau compresseur. Et voilà, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on voit avec cette capacité à enchaîner des temps de jeu pendant de longues séquences. Il y avait un temps de jeu à 4 minutes 30 lors du quart de finale du Leinster. En France, on est moins habitué à ça. Puis la différence aussi, c'est que le Leinster, la Coupe d'Europe, c'est l'objectif prioritaire de la saison. Quand je disais le temps de repos, c'est de ça dont je voulais parler. C'est qu'effectivement, le Leinster... Le week-end précédent, ils perdent à la maison contre Glasgow avec une équipe... Qui est deuxième c'est pas le top 14, c'est le Pro 14. Mais avec une équipe à prime, quoi. Enfin, en tout cas, avec beaucoup des cadres laissés au repos. Donc oui, c'est clairement pas le même système et du coup la même dynamique pour les clubs français lorsqu'ils arrivent dans ces échéances-là, quoi. Mais Toulon, ils avaient quoi ? Est-ce que c'était pas, il n'y a pas non plus 25 ans, Toulon ? Non, mais leur dernier titre, c'est 2015. Qu'est-ce qu'ils avaient, eux, à l'époque ? Mais une équipe de All-Star, quoi. Non, mais sans remettre en cause ou sans minimiser la portée de leur exploit, parce que je pense qu'on ne verra pas un club français dans les 20 prochaines années ou dans les 40 prochaines années faire un triplé européen 3 années de suite. Mais c'était unique, quoi. C'est presque hors sol ce qu'ils avaient réussi à faire. Enfin, ça, c'est Wilkinson, Botta, il y a une part de Ali Williams, Karl Lehmann. Aujourd'hui, je pense que c'est impossible de se payer cette équipe-là. C'est impossible de la constituer avec le règlement GIF en plus en France. Et le salary cap et le règlement GIF. Ouais. Mais du coup, d'une certaine manière, même si on ne peut pas l'extraire parce que ça a existé, mais si on extrait ça du palmarès, le dernier titre d'un club français hors Toulon, c'est Toulouse en 2010. Donc voilà, au milieu, effectivement, il y a eu cette Dream Team qui a tout écrasé sur son passage. Mais c'est pour ça que je pense, oui, qu'il y a un petit recul malgré tout. Je pense qu'il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est que même si Toulouse est une des équipes qui forme beaucoup de joueurs et qui fait jouer beaucoup de joueurs français, et le Leinster hier s'impose avec 2 étrangers sur le terrain, l'ailier Love et Fardy. Et tout le reste, ce sont des joueurs irlandais sélectionnables pour l'équipe d'Irlande. Et ça, alors que côté toulousain, ça, c'est par règlement. Ils n'ont le droit qu'à 2 Exactement, joueurs. Ils se sont imposés ça. Et côté toulousain, il y a 6 avants qui sont des avants étrangers, donc pas sélectionnables. Et dans la ligne de 3/4, il y en a 2. Il y a Colby et Aki. Donc voilà, quand on voit ça, on comprend pourquoi l'Irlande est une équipe performante, parce qu'ils bénéficient aussi de tout ce travail en amont. Et c'est un peu moins vrai pour le rugby français, même si, encore une fois, Toulouse fait partie des équipes qui sortent des joueurs. Mais malgré tout, aujourd'hui, ils font jouer la moitié de joueurs étrangers titulaires en demi-finale de la Coupe d'Europe. Concrètement, quand tu affrontes le Leinster aujourd'hui, tu affrontes la moitié de l'équipe d'Irlande. Voilà. L'autre moitié est au Munster. Donc, voilà. Et tu as la moitié de l'équipe d'Irlande, et sans doute que l'autre moitié va pas tarder à y accéder ou il y a déjà joué. Et ça, c'est une richesse pour l'équipe d'Irlande en elle-même. Juste un mot, la veille de la finale de la Grande Coupe d'Europe, il y aura la finale de la Petite Coupe d'Europe qui opposera Clermont et La Rochelle.
un trophée pour Clermont après sa saison noire de l'année dernière, ou un trophée pour La Rochelle qui viendrait concrétiser un petit peu depuis tout le travail qui est fait depuis ces dernières années, que le meilleur gagne. Si c'est toi qui le dis, Christelle, on ne te contredira pas. T'aimerais beaucoup que ce soit Clermont, non ? Je suis pas du tout. absolument objective et impartiale. T'es suisse. Tout à fait. Histoire. On sait bien. Je suis suisse de Saint-Nectaire. Non, mais c'est bien et ça laisse. Après, c'est vrai que de voir ce que Clermont arrive à faire, ça laisse un peu de regret de cette saison blanche de l'an dernier, parce que ça pourrait être aujourd'hui peut-être un des finalistes de la Coupe d'Europe, de la Grande Coupe d'Europe, s'ils avaient pu se qualifier. Là, finalement, il y a une logique à les retrouver là. Je regardais, ils ont battu. Les Harlequins, c'est le 4e du championnat anglais. Bon, c'est pas mal, mais c'est loin derrière Exeter et les Saracens. Et au tour d'avant, ils avaient battu Northampton, qui est 6e, je crois. Ouais. Et là, La Rochelle a battu le 8e, je crois. Si je me trompe pas. Sale. Et avant, avait battu Bristol, qui est pareil, plutôt bas de tableau. Donc on voit des super belles choses quand on voit les deux matchs de franchement. C'était vachement intéressant, ces deux matchs spectaculaires. Mais c'est pas le même niveau. Et il y a une logique à retrouver Clermont là. La Rochelle, bon, c'est quand même fallait le faire ce qu'ils ont fait, mais parce que pour eux c'est assez nouveau. L'expérience européenne, elle est pas énorme, mais bon voilà, c'est pas non plus hyper parlant quoi la finale du challenge européen sur le niveau du rugby français. Très bien, et donc changeons de thème alors. Ça y est, Galtier is coming. Après la Coupe du Monde, Fabien Galtier montera sur le trône de fer. Il deviendra le nouveau sélectionneur des Bleus. Le suspense des épisodes de cette nouvelle saison réside dans les personnages secondaires. Qui pour l'épauler ? Pour les trois quarts, Pierre Mignoni, coach du Loup, a dit non. Pour les avants, William Servat, en charge des gros, lui à Toulouse, réfléchit. Est-ce que ça va recommencer comme à l'arrivée de Brunel, Clem, ça va être râteau sur râteau La période est plus favorable quand même, parce qu'on arrive en fin de saison. Ouais, on n'est pas au milieu d'une saison où il faut rançonner des clubs pour parvenir à ses fins, même si là, ça bouleverse quand même des équilibres dans certains clubs, il y a des gens sous contrat, etc., donc c'est pas simple. Ce qui interpelle, c'est la manière dont tout ça se mène, dont tout cela se noue. Et c'est vrai que pour revenir juste au dernier refus en date, à celui de Pierre Mignoni, qui sans doute espérait peut-être autre chose pour lui, ou peut-être que les choses qu'on lui a présentées n'étaient pas suffisamment claires. Mais en tout cas, ce refus-là, qui vient s'ajouter à ceux qu'on évoquait au moment de la prise de pouvoir de Brunel, je trouve renvoie quand même une drôle d'image sur ce qui est devenu le 15 de France, quoi. C'est-à-dire que pour pas mal de gens, c'est pas forcément le Graal. Peut-être que tout l'environnement qui pèse autour de cette équipe de France, tout le flou artistique qu'il y a là, fait que ça attire moins. Je pense que c'est toujours le Graal, mais que par contre, effectivement, le flou interpelle et effraie. Et qu'il y a beaucoup de très bons managers et de très bons entraîneurs qui savent ce qu'ils ont en club et qui ne savent pas ce qu'ils vont trouver ailleurs et qui donc s'interrogent, quoi. Alors qu'il y a peut-être encore une dizaine d'années de ça, ils y seraient allés en courant. Donc bon, tout ça est très peu clair, d'autant que c'est accentué par une communication de la fédération qui ajoute à ce flou, puisque malgré les informations qu'on a sorties au milieu de semaine dernière, la Fédé s'est fendue d'un communiqué pour dire que rien n'avait été signé. Ce qui est d'ailleurs la vérité. On n'a pas dit que ça avait été signé, mais qu'il y avait un accord pour que Galtier vienne. Donc voilà, donc on nage en plein brouillard. Et le brouillard presque le plus inquiétant à court terme, c'est celui qui concerne la Coupe du Monde 2019, puisque aujourd'hui, grosso modo, le staff de l'équipe de France actuelle a fini le plan de préparation pour la Coupe du Monde 2019, l'a finalisé en termes de planning quotidien, quelle séance de physique, quelle séance de rugby, etc. Et aujourd'hui, on ne sait pas si ce plan va servir ou va pas servir. Il y a même, en fait, on sait, il va pas servir. Mais oui, parce que Galtier arrive en tant que super consultant. Oui, avec maintenant, avec un préparateur physique
Et s'il vient avec un préparateur physique, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il pense que il faut changer les méthodes de travail, que c'est le levier le plus important. Donc, et ce préparateur physique n'a pas été officiellement nommé. Il n'a pas été annoncé en interne au staff que ce préparateur physique arrivait. Il n'a même pas été annoncé en interne que Fabien Galtier arrivait. Évidemment, ils vont arriver avec leurs idées et sans doute des pouvoirs, peut-être même que Galtier aura des pouvoirs supérieurs à ceux de Jacques Brunel. Et en fait, on est à 5 mois. 5 mois. La préparation est programmée, mais tout ça va être rayé, ou quasiment rayé, et il va falloir repartir d'une feuille blanche, que ce soit en termes de préparation. Et qui sait, en termes de choix de joueurs aussi. Fabien Galtier, il aura peut-être pas envie de voir, je ne vais pas donner de nom, mais tel ou tel joueur en deuxième ligne, en troisième ligne, au centre, à l'ouverture, j'en sais rien. Mais c'est ça en fait le chantier, le premier chantier, et celui-là est un peu ça fait un peu peine quand même. C'est le lieu des stages qui sera remis en cause ou juste le contenu des stages? Bon, je pense qu'ils vont pas revenir parce contenu, que d'un point de vue logistique, les hôtels étant réservés, tout ça, les campings, tout ça. Non, après ça paraît compliqué effectivement de débaucher un entraîneur principal d'un club de top 14 aujourd'hui, quoi. C'est pour ça qu'un mec comme Servat à Toulouse peut éventuellement peut-être céder plus facilement à la tentation qu'un coach comme Mignoni ou comme Laurent Labitte, ou à travers au Racing, je pense. Après, ce qui est un peu bizarre dans la manière dont c'est mené aujourd'hui, c'est que c'est clairement Bernard Laporte qui va à la rencontre des éventuels adjoints et sans Fabien Galtier avec lui. Et Fabien Galtier, par exemple, je pense qu'il connaît Pierre Mignoni, mais je pense pas qu'il le connaisse très bien. Il a dû rencontrer William Servat, mais pas très bien. En tout cas, pas. Il ne le connaît pas assez pour être certain que ce sera humainement, techniquement et en termes d'organisation quelqu'un de compatible avec lui. Et ça, c'est dommage. Peut-être que dans un an ou deux, on se rendra compte à quel point c'était une erreur. Peut-être pas, mais en tout cas, aujourd'hui, il existe la possibilité qu'on se rende compte dans 2 ans que ces personnes n'étaient pas compatibles en termes de caractère, en termes de pensée sur le jeu, sur la mêlée, la touche, la défense, j'en sais rien. Et on ne valide pas, enfin, on ne coche pas toutes les cases, quoi. Et puis il y a autre chose avec ce feuilleton dont les protagonistes présents ou futurs apprennent les évolutions petit à petit dans la presse, c'est que ils ont bien conscience finalement lorsqu'ils sont contactés. Je ne sais pas si demain, je donne un exemple, si demain Laurent Labitte est contacté, il aura bien conscience qu'il n'aura été dans l'esprit de Bernard Laporte qu'un plan C ou D ou E ou F, puisque d'abord il n'y a pas eu un tel étranger, puis un tel autre étranger, puis ensuite Fabien Galtier, d'accord, donc après en tant qu'adjoint lui a dit non, d'accord, et là aussi ça renforce je veux dire, ça crée pas beaucoup de... C'est difficile de créer une envie lorsque vous avez le sentiment que vous-même vous n'étiez pas réellement désiré, quoi. Donc et tout ça, encore une fois, ça vient de la manière dont le dossier est géré et de la manière dont la communication est faite autour de cette histoire. Donc c'est pas dans le fond, le mieux ça serait que Galtier c'est pas mené de manière très très professionnelle, mais je pense qu'aujourd'hui, partant du principe que c'est Galtier, je vois pas quelle était la difficulté à l'annoncer en disant voilà, petit 1, Galtier il arrive là pour le court terme, petit 2, il enquille sur la période 2020-2023. À ce stade, son staff c'est encore prématuré, il est pas ficelé. On va lui laisser le temps, il travaille, voilà, on va lui laisser le temps là, il y a pas une urgence non plus absolue. Certes, il faut prévenir les clubs quand même relativement tôt, mais voilà, on est que en avril. Mais bon, ça aurait eu le mérite de la clarté, de la transparence et de laisser à Galtier le temps de travailler sereinement. Or là, voilà, tout ça se fait concomitamment avec donc des fuites dans la presse qui sont plus ou moins orchestrées en plus. Donc c'est ni fait ni à faire, quoi. Enfin ça étonne un peu, ça étonne beaucoup de monde. Peut-être qu'ils veulent ménager un petit peu aussi les adjoints actuellement en place. Elissalde, Bruno, Bonner. Mais ils savent tout, ils sont pas dupes. Ils savent, ils voient
ils voient comment les choses se passent, comment elles se sont passées précédemment, et ils sont capables de tirer les leçons, de comprendre très bien. Ouais, et ils savent, et en plus, ils ont quand même... on peut penser qu'ils ont le sentiment d'être... je sais pas si le mépris, peut-être pas le bon mot, mais ils sont tenus quand même dans une espèce de boîte noire, même s'ils apprennent les choses puisqu'ils les lisent dans la presse ou que ça discute tellement dans ce milieu qu'ils entendent des choses. Mais ils ont le sentiment de pas forcément être très très respectés, quoi, parce que voilà, on leur dit rien, quoi. On ne leur dit rien officiellement, et c'est inconfortable comme situation. Et si on prend là 2019, on va se retrouver quand même dans une situation où Galtier, s'il vient évidemment, c'est qu'il a obtenu, s'il vient avec un préparateur physique quelque part, ça donne une idée de son statut, du statut qu'il a au sein de ce staff, le fait qu'il est demandé à venir avec son préparateur physique. C'est-à-dire qu'il va avoir des pouvoirs importants. Mais il ne sera pas sélectionneur. Mais il sera futur sélectionneur. Et il devra cohabiter avec quelqu'un qui est déjà sélectionneur. Qui est déjà un futur ex-sélectionneur. Qui est déjà un futur ex. Et qui est lui-même dans une période d'échec, puisque l'équipe de France est en échec. Mais je suis curieux de voir... curieux et un peu inquiet forcément de voir qu'est-ce que ça va donner en termes de, même si c'est deux personnes qui s'entendent bien, il y a un moment et il y a besoin de clarté. On peut pas être super consultant et patron à la place du sélectionneur. Il va falloir peut-être qu'ils trouveront le mode opératoire entre eux, que chacun mettra son ego de côté. Enfin, je pense que vu la situation, il va plutôt falloir que ce soit Jacques Brunel qui le mette de côté. Mais en tout cas, là, comme ça paraît bancal. Il va falloir qu'ils règlent leur truc, parce que même vis-à-vis de l'extérieur, c'est une première chose, mais surtout vis-à-vis des joueurs, que les joueurs sachent qui est le patron, qui décide, que les choses soient claires. C'est ça, parce qu'ils ont un peu le cul entre deux chaises quand même, les joueurs, là, s'ils se retrouvent avec en fait deux sélectionneurs, celui de maintenant qui perd et celui de après, avec lequel ils pourraient gagner. Ouais. Oui, c'est une situation floue. Et c'est marrant, j'y pense là en même temps qu'on parle. Ça ferme la porte à une possibilité qui s'est déjà produite dans le passé. Dans un sens, c'est une prise de pouvoir des joueurs pendant la Coupe du Monde. Ce sera beaucoup plus compliqué. Ah oui, c'est sûr. De mettre le staff... Ils ne pourront pas dire merde à Galtier. Exactement, c'est ça. De mettre le staff sous cloche et de dire, bon, maintenant, c'est notre histoire à nous. Parce qu'on sait que ça se produit parfois. Voilà, c'est difficile jusqu'à la Coupe du Monde d'ouvrir sa gueule, parce qu'on sait que sinon, on ne peut ne pas la jouer. Mais une fois qu'on y est, qu'on fait 2011 et que les choses se passent pas très bien, les joueurs prennent un peu le pouvoir et puis vivent leur aventure. Là, ils savent que... le super consultant sera celui qui sera numéro 1 derrière, donc ça va être compliqué pour eux, effectivement, si ça se passe mal, de dire merde et de prendre les choses en main, quoi. Ce qui est dingue, c'est quand même qu'on est en train de parler du staff qui va être amené à préparer la Coupe du Monde en France, quoi. c'est ça qui est fou, quoi. Les CV devraient affluer sur le bureau de la Fédé, enfin, les gens devraient se précipiter pour entraîner cette équipe, et finalement, c'est ce que tu disais au début, Alex, c'est que cette équipe de France ne fait plus rêver, quoi. Je pense qu'elle fait rêver. Les mecs, ils ont envie. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'état de l'équipe de France est tellement mauvais et il y a tellement peu de garanties de réussir, parce que le système, parce que les moyens mis en place au sein même de la fédération pour l'équipe de France, du coup, ça fait hésiter, quoi. Et aujourd'hui, je pense qu'il est plus confortable et plus valorisant de bosser dans une grosse écurie du top 14. Parce qu'il y a une chance de gagner des titres, parce qu'il y a une chance de matcher régulièrement et de gagner des matchs. Voilà. Mais surtout, ces gens-là dont on parle, si on fait un parallèle avec le monde de l'entreprise, on peut les assimiler à des cadres supérieurs, voilà, de grandes entreprises. Ils ont besoin justement d'un cadre, ils ont besoin de choses clairement définies, ils ont besoin de clarté, ils ont besoin d'objectifs, ils ont besoin de... Or, ils retrouvent ce que Pierre Mignoni a à Lyon aujourd'hui. Au-delà de son statut, je pense que c'est même pas trop la question d'être numéro 1, numéro 2, mais au-delà de son statut, il évolue dans un cadre de travail où les choses sont clairement définies, où il y a des objectifs, j'imagine, à court, à moyen, à long terme, où il y a une idée de progression, où il maîtrise ce qu'il peut faire, voilà, et donc, où il s'entend bien avec son N+1, son N-1 et tout ça. Et je reviens à ça, on lui demande aujourd'hui d'abandonner ça pour un cadre qui n'existe pas, en fait, ou qui est
tellement flou que il y a une part de. Alors on peut lui reprocher peut-être de pas être très téméraire, d'être un peu frileux et tout ça, mais c'est compréhensible. C'est aussi sa carrière qu'il met en jeu et sans doute qu'il a estimé qu'à l'instant T, les conditions qu'on lui, parce que c'est pas juste. Quand bien même il s'entend bien avec Laporte, ils ont un passé. C'est pas juste on se tape dans la main, on est des bons copains, allez viens Pierrot, on va. Non, on parle de sport professionnel quand même quoi. Et je pense que voilà. La structure Fédération française de rugby, elle est pas professionnelle elle est moins professionnelle aujourd'hui que le sont les clubs, quoi. C'est terrible à dire, mais voilà. Il y a moins de maîtrise. Il y a moins de maîtrise. On a moins les joueurs. De tout. On peut moins les faire bosser comme on le souhaite parce qu'on a moins de temps, parce que le niveau international aussi est très différent du niveau top 14 et donc on peut pas les faire bosser dans une optique au quotidien, dans une optique niveau international. Et puis j'extrapole un peu, peut-être que voilà, il y a eu l'épisode de... Attention, en club ils peuvent se faire virer du jour au lendemain aussi, hein. Mais il y a eu l'épisode Noves et donc on sent pas de stabilité non plus dans cette fédération. Il y a une élection à venir en 2020. Quid d'un changement de président ou d'un changement de gouvernance? Qu'est-ce que ça pourrait entraîner pour les... Donc voilà, tous ces paramètres-là font qu'aujourd'hui, on a quelque chose d'un côté qui est le club où voilà, il y a de la confiance, il y a un environnement propice au travail, etc. Et de l'autre, une espèce de grand flou artistique qui fait que voilà, c'est pas net, c'est pas simple, quoi. Donc quand on s'appelle Galtier, qu'on est libre, qu'on n'a rien d'autre, qu'on rêve de l'équipe de France depuis longtemps, même si ces derniers temps, elle le faisait peut-être moins rêver, on y va. Et encore, on y va en posant des conditions, on n'y va pas en courant ou à cloche-pied. Mais quand on s'appelle Mignoni, Azema, Mola et tout ça, je pense qu'on y réfléchit, et on y réfléchit plutôt 2 fois qu'une. Devant ce foot, tu as même des coachs qui ont choisi notre challenge avant même d'être sollicités, alors qu'ils étaient fortement pressentis. Je pense évidemment à Christophe Furios. Mais bon. Et lui, en plus, il n'est même pas allé dans un top club, quoi. Il est allé dans un bon club, certes, l'UBB, mais bon, c'est... Et Azema a prolongé, c'est pas anodin non plus. Donc, voilà, c'est... Furios, il est quand même au Leinster du top 14. Exactement. En fait, les seuls qui avaient envie de venir, c'était des étrangers. Et non. Est-ce qu'ils en avaient vraiment envie? Personne ne leur a parlé, à part Bernard Laporte. Oui, c'est vrai. Warren Gatland, il a quand même trouvé une bonne porte de sortie. Il va s'occuper apparemment des Lions britanniques pour la tournée en Afrique du Sud en 2021. Bon. Et il est pressenti pour prendre l'Angleterre aussi, d'après ce que dit la presse anglaise. Donc bon. De toute façon, je me faisais pas trop de soucis pour lui, il n'était pas à plaindre. Très bien, messieurs, merci. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Laurent Campistran, Alexandre Bardot. Merci à Roland Richard à la technique et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir. Laissez-nous des commentaires, mettez-nous des étoiles. À la semaine prochaine.